séance est ouverte. Bonsoir à tout le monde. Donc, la secrétaire de séance ce soir, ça va être Marie-Josée. Ensuite, est-ce que vous avez des procurations à me remettre? La liste de Patrice Ibanez m'a remis. La liste de Hérodo, pas de procuration. Donc, ça veut dire qu'il y a un absent, Yves Menguet. Et Sika, donc, on a reçu la lettre aujourd'hui, donc elle a été convoquée. Elle a été convoquée. Sika Malian, la fille du docteur. Donc on a reçu sa lettre aujourd'hui, comme quoi elle ne souhaitait pas, pour des raisons professionnelles et personnelles, être conseillère municipale. Donc comme les convocations ont été parties, il y a une personne qui est absente aujourd'hui, c'est Sika, même si on a reçu sa lettre. Ensuite, donc, il y a d'autres procurations, je vais vous les donner. Donc, oui, les autres personnes, je te dis, M. Menguet. Madame Diemnico a donné procuration à Patrice Ibanez. Patrick Leroy a donné procuration à Christophe Azema. Valérie Logier m'a donné procuration. Marilyn Brûlé a donné procuration à Dominique Saldo. Et Eric Dary a donné procuration à Chantal Schott. Normalement, devrait arriver Pauline. Les trois, là, c'est les trois absents que vous avez en face de vous, Paul, là, s'il te plaît. Marilyn, là, M. Leroy. Marilyn a donné, Leroy aussi, et la troisième Pauline. Pauline devrait arriver. Donc, pour l'instant, on n'est pas là. Donc, le conseil peut se tenir. Je vous fais passer la feuille de présence. Nous allons démarrer. Donc vous avez l'ordre du jour de notre séance. Donc la premier point, administration générale. Donc je vous demande d'approuver le procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2018. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Donc 3. Hérodo, Davin, Jossin. Qui est pour? Je vous remercie. Donc ensuite, nous allons passer au compartiment finance, le débat d'orientation budgétaire. J'ai oublié de vous préciser qu'il y avait 2 questions orales qu'on débattra à la fin de la séance, bien entendu. Donc, dans le compartiment finance, donc, vous avez le débat d'orientation budgétaire. Vous avez donc pu avoir connaissance de l'ensemble de la synthèse qui précise le contexte de la loi des finances 2019. Qui précise les incidences du projet de loi de finances 2019 pour les collectivités. Et là, vous vous apercevez que la dotation globale de fonctionnement, qui était un des nerfs de la guerre des communes jusqu'à présent, voit sa part fondre régulièrement, malgré les promesses du gouvernement, qui nous a annoncé depuis 2 ans qu'il n'y aurait aucune baisse de cette dotation. Or, il s'avère, comme vous avez pu le voir dans la presse, qu'il y a environ 18 000 communes qui voient leur part baisser, notamment en dotation globale de fonctionnement et également en dotation de solidarité. On y viendra tout à l'heure. Alors, pour une commune comme Rognes, vous voyez l'impact que ça peut réaliser. Donc, en 2013, la commune de Rognes recevait 643 000 €. Et en 2019, au titre de la DGF, la commune de Rognes va recevoir que 268 000 €. Donc un écart instantané de 380 000 €. Cet écart, si on le cumule chaque année, ça nous fait un manque à gagner pour la commune de Rognes. Bon, on n'est pas les seuls, bien entendu, de 1 537 000 € qui ne sont pas rentrés dans la caisse de notre commune.
et donc il nous pénalise bien entendu pour différents éléments dans l'avenir, hein, parce que jusqu'à présent, depuis 2014, on a pu faire face avec les recettes que nous avions, que ce soit les taxes foncières, les taxes d'habitation, que ce soit la dotation de la métropole. La commune de Rognes a fait face, et comme vous l'avez vu dans la synthèse, elle fera face encore des années à venir, sauf si l'État, à un moment donné, décide de ne plus rien donner. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, les craintes sont importantes. Pas que pour eux, pour toutes les communes. Donc, ça c'est le point important. En ce qui concerne la réforme de la taxe d'habitation, comme convenu, donc, nous avons les premiers administrés, environ 30% au plan national, qui ont vu leur taxe d'habitation diminuer. Le projet de l'État, c'est de diminuer de 65% encore en 2019, pour arriver en 2020 à ce que aucun administré, aucun contribuable ne paye de taxe d'habitation. À l'heure où je vous parle, on ne sait pas comment ça va être compensé. Ce qui est certain, c'est que cette année, donc pour 2018 et très certainement pour 2019, la commune n'est pas impactée par le non-paiement des personnes qui ne sont plus éligibles de par les critères déterminés par l'État. On n'a pas été impacté sur le montant global, ils nous ont compensé à l'euro près. Ensuite, vous avez d'autres aides qui sont précisées. Ensuite, vous avez le contexte intercommunal. Donc là, l'année dernière, nous avons voté, compte tenu des transferts de compétences à la métropole, l'attribution de compensation que la métropole va donner à la commune de Rognes se monte à 636 718 €, soit une baisse de 287 000 €, et à l'intérieur de cette baisse, il y a la contribution au SDIS, pour les incendies, à hauteur de 184 000 €. Après, on est impacté, je vous le rappelle, à la fois sur l'urbanisme, sur le tourisme, sur l'eau, sur l'assainissement, etc., etc. Je voulais signaler à cette occasion que nous figurons, la métropole de Marseille, parmi une métropole qui redistribue plus que la moyenne des métropoles françaises. Et ça, grâce à M. Baudin, qui était l'ancien président, et Martine Vassal continue à jouer le jeu avec les communes. Elle connaît bien les communes, elle fait tout pour ça. Mais vous verrez dans les hypothèses des années à venir qu'il va y avoir une interrogation, parce que le préfet d'Artoux, dans son rapport, a précisé au gouvernement que la métropole de Marseille distribuait plus que ce que les autres métropoles en France distribuaient aux communes. Donc il y a un gros point d'interrogation. On attendra la décision de l'État, mais ça fait partie des inconnus pour venir. Compte tenu du rapprochement avec le département, bien entendu, qui est annoncé. Alors, ensuite, en ce qui concerne la commune, cette année, donc, le budget eau et le budget assainissement, les compétences étant transférées à la métropole, donc il n'y aura pas de commentaires sur ces deux budgets. En ce qui concerne le budget de lotissement, nous avons engagé une petite dépense pour l'année 2018 qui concerne les branchements Enedis pour 18 473 €. Et je vous rappelle pour mémoire que les lots ont été estimés par les domaines à 260 000 € hors taxe, soit une prévision de 2 080 000 €, somme qui sera prévue en recette de fonctionnement au budget. Le prochain budget nous permettra, je vous donnerai la parole après, M. Benet, je termine, après vous aurez l'occasion, c'est un débat d'orientation dont tout le monde pourra s'exprimer. Donc, au prochain conseil, qui sera le vote du budget, nous vous donnerons les conclusions de la vente des terrains des Garrigues. À ce jour, il y a 3 lots qui ont été sollicités. Voilà, nous avons établi le classement comme on avait fait, mais on n'en parle pas ce soir dans le détail, parce qu'il faut le faire officiellement. Donc au prochain conseil, on vous demandera
si, on va vous proposer soit de renouveler une période de publicité d'un mois ou deux, où les gens pourront déposer chez Maître Grégory une offre, parce qu'entre-temps on a eu des offres, mais qu'on n'a pas pu tenir compte. Ou qu'on traite au fil de l'eau, j'attends un peu la version de Maître Guimadi à ce sujet. Donc le budget annexe du lotissement, il n'y a pas de commentaire particulier, si ce n'est ces 18 000 € de facture Enedis pour 2018. En ce qui concerne le budget général le budget général, donc vous avez pu voir que la section de fonctionnement dégage un excédent de 326 949 € sur l'année 2018, auquel se cumule l'excédent de fonctionnement reporté qui était de 485 000 €, soit un résultat positif de 887 000 €. Donc ça veut dire une fois de plus que la santé financière de la commune est actée. Ensuite, en ce qui concerne la section d'investissement, donc on est déficitaire sur l'année 2018 de 1 212 000 €. Par contre, on avait donc un excédent d'investissement de 3 100 000 €. Ça veut dire qu'on est toujours en résultat cumulé de 2 17 000 € en possibilité d'investissement sur la part que la commune peut donner, ce qui nous situe, si on fait des pourcentages d'intervention à 30%, à des possibilités d'investissement hors emprunt, donc de plus de 6 millions € sans aucun souci. Voilà. Ensuite, le solde des restes à réaliser, c'est de 948 000 dans les différents domaines qu'on voit chaque année, éclairage, voirie, aménagement, bâtiment, équipement, services et études, que vous aurez les chiffres précis dans le cadre du budget lors de notre prochain conseil. Qu'avons-nous prévu pour l'investissement en 2019? Donc il y a, je dirais, deux nouveautés. La première dont on a parlé lors des derniers conseils, c'est qu'on a négocié avec le département une modification du contrat. Et cette première modification portera sur un aménagement de l'éclairage public afin de tendre vers des économies de fonctionnement importantes. Donc il y a une tranche prévue de 300 000 €. Donc on va solliciter donc Ampéry, bien entendu, puisque c'est eux qui sont à même de le faire. Et on va voir quels sont les premiers quartiers concernés. Ce sera principalement le centre du village, vous vous en doutez. Ensuite, on a également prévu le renforcement du réseau de caméras de surveillance de la commune pour protéger les biens et les personnes. Donc là, nous travaillons avec la gendarmerie qui a une personne dédiée que nous avons rencontrée il y a environ un mois et qui va nous faire une proposition chiffrée et nous faire une proposition d'emplacement des caméras supplémentaires que nous allons placer. Sans dévoiler la totalité du sujet que je n'ai pas encore en compte rendu, très certainement on va s'orienter par des caméras à l'entrée et sortie du village pour voir les flux de voitures. Et après nous compléterons le réseau en fonction des propositions qu'ils vont nous faire. C'est des personnes qui font que ça, donc on attend la proposition. Donc là on a une enveloppe de 80 000 € qui sera subventionnée par le conseil départemental à hauteur de 70%. Ensuite, parmi les autres investissements classiques, je dirais, qui reviennent chaque année, que ce soit dans les travaux sur bâtiments communaux, les voiries, les réseaux, l'environnement, le cadre de vie, l'aménagement du paysage urbain, nous allons solliciter le conseil départemental pour 4 travaux de proximité qui seront également financés aussi à 65% pour un montant, on n'est pas au plafond des 75 000 € qu'on peut faire ou les 80 000 qu'on peut faire, ça a changé. Donc voilà ce que nous prévoyons pour l'année en ce qui concerne les nouveaux investissements. En ce qui concerne le fonctionnement, bon, la bonne nouvelle de 2018, il faudra qu'on continue à faire des efforts de gestion, non pas pour maîtriser les charges personnelles, parce que celles-là, elles évoluent au gré des indices annuels, mais notre effort porte, comme depuis 2014 que nous sommes élus, sur les charges à caractère général, où nous sommes arrivés à un niveau de 1 280 000 €.
Donc là, toujours pareil, on étudie chaque dépense à faire, on voit si on peut trouver mieux ailleurs, etc. etc. Les charges personnelles, ils vont être impactés par des événements. Alors, un qui nous est favorable, c'est le contrat d'assurance statutaire avec la SOPACSIS, concernant les accidents de travail, les absences longue durée et les absences longue maladie, où on va économiser pour 3 ans 50 000 €. C'est-à-dire que tous les 3 ans, SOPACSI regarde le nombre de personnels, d'agents concernés et fixe le contrat que la commune doit payer. Il s'avère que quand on compare l'avant-dernier point qu'ils avaient fait en 2017, on s'aperçoit qu'on est mieux maintenant, donc on va économiser 50 000 €, c'est pas net, puisque nous avons des charges de personnel à hauteur de 2 200 000, 2 300 000 €. Donc c'est pas net, ça fait quand même du 50. Ensuite, nous allons recruter, et nous avons recruté un agent à la police municipale, compte tenu des 2 arrêts actuels de travail. Il y a 2 personnels de la mairie qui sont en accident de travail. Une dans le cadre d'une formation et un autre dans le cadre d'un problème sur la voie publique avec un administré. Donc ils sont en accident de travail. Et on a une personne qui est en longue durée. Donc on a eu la chance d'avoir une personne qui procure de l'excellent travail depuis qu'il est sur la commune de Rhodes en tant qu'agent au service technique. Et on a décidé, à sa demande, il a une quarantaine d'années, de le nommer, brigadier de police. La très bonne nouvelle, c'est que le sous-préfet nous a validé en 24 heures ou 48 heures son agrément, qu'on a reçu l'agrément du procureur de la République dans un délai rapide, inférieur à 1 mois, alors qu'en temps normal, il faut 2 mois pour avoir ses habilitations. Et on avait encore une incertitude, c'est-à-dire que la formation devait démarrer qu'en septembre ou novembre. Et la semaine dernière, on a eu la bonne nouvelle, la formation démarre le 13 mai. Donc, ça veut dire qu'ils ont une période de formation de 6 mois, donc ça veut dire qu'il va être opérationnel pour la fin de l'année. La formation, pour votre information, se déroule à Nîmes. Ensuite, nous allons recruter un adjoint en service technique qui arrivera très certainement en septembre. Et nous allons mettre en place la nouvelle rémunération prime des agents de la fonction publique, le RIP7. Nous avons provisionné pour la première année 22 000 € qui seront attribués à ces bonifications, à ces primes que nous allons verser en fonction des fiches de poste pour les agents, en fonction du travail qu'ils réalisent ou non, et en fonction, bien entendu, de leur temps de présence ou non. Ceci va être acté dans le cadre d'une comité technique qui va intervenir entre mai et juin, et on veut finaliser ça pour la fin du premier semestre. Donc il y a des avancées. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut noter? Bon, que les charges financières continuent à diminuer, et on ne payera que 105 000 € de charges financières contre 116 000 en 2018, une petite économie de 10 000 €. On a noté également que les subventions aux associations sont maintenues à hauteur de 127 876 €. Donc, comme je l'ai toujours dit, tant que la commune le peut, les associations ne seront pas pénalisées par la dotation en baisse chronique de l'État. C'est à nous, agents, c'est à nous, élus, de faire en sorte de faire des économies sur les charges courantes. Et le jour où on ne pourra plus faire d'économies, parce qu'à un moment on ne pourra plus, eh bien, comme des communes l'ont déjà fait, on réduira les subventions aux associations. On n'est pas dans cette idée-là, puisque les associations font vivre le village. La dernière manifestation en date, la fête de la chèvre, a été un succès, un des plus gros succès qu'ils ont fait depuis que ça existe. Donc il est hors de question de ne pas aider les associations, des moments où les associations, bien entendu, contribuent à l'animation du village, et que ce soit des opérations collectives pour faire parler de Rognes, pour
pour être présent, pour travailler interassociation, tout ça. Donc la part pour les associations n'a pas baissé. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc, pour ces sections de fonctionnement en dépenses? Bien entendu, il nous faut des recettes. Donc, le produit fiscal attendu, on a une légère hausse par rapport à l'année dernière. On va se situer taxe foncière, taxe d'habitation, taxe non bâtie, à 2 262 000 €. Bien entendu, nous n'augmenterons pas les taux de ces impôts communaux, comme j'ai pris l'engagement, mais je pense qu'on pourra tenir jusqu'à la fin du mandat sans aucun souci là-dessus. En vous rappelant, bien entendu, que nous avons fait déjà une baisse de 10% en 2014 et une baisse de 10% en 2015, ce que peu de communes ont fait, et j'en suis fier d'avoir restitué aux administrés le trop perçu de 8 ans de mandat précédent, pour lesquels les impôts avaient augmenté de 39%. Voilà. Ensuite, les dotations de l'État, l'année dernière, on s'était situé à 75 000 €. Dans le tableau que je vous ai commenté tout à l'heure, il n'y avait que la dotation principale. Hein. Il y a la dotation principale, il y a la dotation de solidarité. Tout compris l'année dernière, on avait eu 75 000 € de moins. Et cette année, CATA, c'est 90 000 € de moins. Et on l'a su il y a 10 jours. Hein. Là, le 31 décembre 2018. Hein. Voilà. Donc on a découvert, une fois de plus, comme on a un potentiel fiscal élevé, que Rognes fait partie des 18 000 communes sur 36 000 qui voient leur dotation baisser de manière très significative, alors que le gouvernement annonce qu'il n'y a pas de baisse de dotation et qu'il confie aux communes de plus en plus de choses, mais au détriment de ce qui est le plus important, c'est-à-dire la monnaie trébuchante. Malgré ça, donc après vous avez le graphe de la dette, donc je vous rappelle que depuis 2014, aucun encours de crédit n'a été souscrit. Donc vous avez la part de la dette qui est actuelle, qui est à 2 598 000 €, avec des annuités d'emprunt de 470 000 € et 116 000 € d'intérêt, donc c'est ce qu'on a fait. Donc, vous avez le deuxième tableau qui vous montre qu'en 2013, fin 2013, nous étions à 4,2 millions, 4,3 millions de mémoire, et qu'aujourd'hui, nous sommes donc à 2 200 000 environ. Hein. Donc là, pareil, vous voyez qu'on a encore 2 ou 3 années un peu, je dirais, chargées. On passera à 1 million d'euros de dette en 2023, la commune. Donc si vous rajoutez le potentiel d'emprunter de la commune, avec l'autofinancement que la commune a, notamment en investissement de 2 millions d'euros et 887 000 en fonctionnement, je confirme, comme l'a dit le sous-préfet dans un article cette semaine, qu'il n'y a aucun problème sur la finance de la commune de Rognes, et j'en suis fier. Voilà. Ensuite, vous avez le détail, comme la loi nous oblige, de préciser les emprunts que la commune garantit. Donc vous retrouvez les emprunts qu'on avait précédemment. Nous avons rajouté bien entendu la ligne pour association Mantois, suite à la livraison et à la décision de délibération que nous avons prise en 2018. Après cette année, l'État nous a demandé un exercice un peu particulier, c'est-à-dire il nous a dit, c'est bien, en 2 mots je résume à la Corneau, je dirais, bon c'est bien d'annoncer des chiffres, mais c'est des chiffres réels, hein, donc c'est des chiffres. Hein. C'est bien de prévoir des choses, mais qu'est-ce que vous allez faire dans 3-6 ans? Donc, avec Yves, j'ai oublié de le remercier au même titre qu'Hélène, compte tenu de la période que nous vivons. C'est Yves et Hélène qui ont bossé sur toute cette préparation de DOB et de budget qui va suivre dans les 15 jours, je pense. Et je voulais remercier, j'ai oublié de le faire, Marie-Hélène qui nous a préparé toutes ces délibérations avec moi. Donc on a fait le job compte tenu de ce que vous savez. Alors qu'est-ce qu'on a prévu à 3 ans? À 3 ans, on s'est dit que 2019, cette année,
2020 et 2021, on s'engage à maîtriser nos charges de fonctionnement au niveau où on les a amenées. Pour mémoire, 1 280 000 de charges à caractère général. Que va-t-il se passer? L'évolution naturelle des charges personnelles à la hausse sera compensée par les gains sur 3 ans des 52 000 € dont on a parlé tout à l'heure, et sera compensée également un peu par la diminution des intérêts d'emprunt, hein, comme je vous l'ai dit. On estime que pour cette année, on va être sensiblement au même niveau de charges personnelles que 2018. Par contre, en 2019, on a prévu une augmentation de 4%, compte tenu qu'on aura un adjoint au service technique et qu'on aura un nouveau policier municipal et qu'on aura le RIP7, etc., etc. Donc on a prévu une hausse, et l'hausse naturelle, bien entendu. Donc on a prévu 4% de plus en 2020, pour revenir après à une hausse traditionnelle que nous avons chaque année de 2% pour 2021. La stabilité des charges à caractère général, je n'y reviens pas, je l'ai déjà évoqué 2 fois, mais il reste bien entendu l'inconnu, la DGF. Je vous renvoie au tableau que Marie-Hélène vous a préparé, 1 570 000 de moins en cumulé depuis 2013, une baisse de 75 000 l'année dernière, une baisse de 90 000 cette année. À ce rythme-là, c'est sûr qu'il va y avoir une impasse. Il y aura une impasse. Mais pour les 3 ans, on est tranquille. Ensuite, pour 2022, 2023 et 2024, là interviennent 2 inconnus. Après la fusion annoncée du département et de la métropole pour 2021, ça, a priori, ça ne fait plus aucun doute. Vous avez vu que la ministre Gouraud s'est déplacée, que le Premier ministre s'est déplacé à Marseille, qu'il a rencontré Mme Massal, qu'il a rencontré les communes du Pays d'Arles, qui sont un peu en souffrance de venir se rapprocher à la métropole, etc. etc. C'est acté. Ça devrait être officiel sous peu, qu'il n'y a pas d'autres événements nationaux qui bousculent les événements. Donc, ça va être fait, fusion département-métropole. Mais, est-ce que l'État suivra la proposition de M. le Préfet de ramener les dotations de notre future métropole au niveau des autres métropoles? Ça, c'est un point d'interrogation. Aujourd'hui, je n'ai aucun élément pour vous dire ce qui va se passer. Et est-ce que la nouvelle structure interviendra sur les projets au même niveau de subvention que jusqu'à présent? Pour vous faire un rappel rapide, au niveau des subventions, la commune, 9 fois sur 10, apporte 30% des projets d'investissement. La CPA, qui est devenue métropole, apporte 30%. Et le conseil départemental peut aller entre 40 et 60%. Voilà à peu près les grandes lignes. Le conseil départemental est riche, la métropole est pauvre, d'après ce qui se dit, bien que, comme vous l'avez vu dans la presse, après une année difficile, la métropole a augmenté, a donné la possibilité aux communes d'augmenter la partie investissement. Ce n'est pas le cas au niveau du fonctionnement, parce que la métropole subit la même loi de l'État concernant les baisses de dotation. Et en plus, comme c'est une grosse structure, il devait s'engager à baisser les dépenses de fonctionnement. Ce que Didier Calpa, le maire de Saint-Chamond, a fait en liaison avec les autres personnes qui s'occupent de cette partie-là au niveau de la métropole. Mais c'est certain que l'excédent du conseil départemental avec peu de ressources de la métropole, à la sortie, les communes auront moins qu'aujourd'hui. Hein. Ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Mais, pour l'instant, on n'est pas à même de vous dire si ce sera 10% de moins de subvention globale ou non. Hein, je n'ai pas d'éléments. Et si malheureusement, on ne garde que l'hypothèse difficile, eh bien, il restera à la commune de Rognes et aux personnes qui dirigeront la commune de Rognes 2 leviers.
une hausse des taux communaux, s'ils existent encore, mais ça on en sait rien. Ou alors, un recours plus important des prestataires au détriment de remplacement de personnel, d'agents qui partiraient à la retraite ou qui partiraient à la métropole, etc. Mais ça, aujourd'hui, on n'en est pas là. Je reste optimiste, compte tenu que nous avons une trésorerie importante au niveau de notre commune, qui est aujourd'hui de 2,2 millions, auquel il faudra rajouter les ventes de terrain, qui nous permet d'engager des dépenses de fonctionnement et d'investissement, même avec des subventions majeures. Donc là, je vous ai fait le bilan de l'année dernière et nos prévisions avec Yves, comment on voit la commune pour 2019 et jusqu'en 2024, parce qu'on nous a demandé cet exercice. Voilà, donc vous avez le droit de vous exprimer, demandez-moi la parole, et voilà. Jean-Maurice. Merci, monsieur le maire, de ces explications. Beaucoup de chiffres, peu de détails, je trouve. C'est le budget qui donne le détail. Non, mais là, on doit délibérer, on doit débattre, et on n'a pas d'éléments. Je constate, ou nous constatons, du moins le groupe voyez ensemble, que les investissements sur la commune sont plus nombreux en 2019. Donc, ça tranche vraiment par rapport aux années précédentes, et c'est plutôt dans ce sens positif. En présentation et dans les documents remis, nous n'avons que les têtes de chapitre, par exemple, travaux dédiés à l'amélioration environnementale et cadre de vie. On aurait aimé, effectivement, pour que le débat puisse se poser, que, comme le DOB le dit, on aurait dû avoir ces précisions. Mais enfin, on vous connaît, il n'y a pas de souci sur ça. D'autre part, ce qui est marrant, ou marquant plutôt, c'est cette dérive sécuritaire. On le regardait dans le rapport, vous le présentiez tout à l'heure. Avec le réseau des caméras de surveillance. Nous pensons toujours que vous auriez pu déjà réparer celle qui ne marche pas depuis 5 ans et que nous puissions avoir un service de police municipale complet depuis plusieurs mois. Hommes, femmes, pour une présence au quotidien pour la sécurité de nos administrés. Faute de débat, encore une occasion ratée, j'allais dire, mais bon, ça, c'est un détail. On est quand même satisfait de votre revirement de situation et de décision sur la question de l'éclairage public. C'est une option qu'on vous avait présentée par le passé, je note une technologie différente, moins énergivore, plutôt que des coupures totales durant la nuit. Donc ça pour nous, ça reste un élément positif. Après, pour regarder pas très longtemps la parole, et puisque vous avez évoqué aussi les ressources humaines, les dépenses à l'horizon 2020 méritent quand même des explications plus larges, monsieur le maire. Nous ne pouvons pas passer sous silence le malaise profond des salariés, d'une grande majorité des agents de la commune. Plusieurs d'entre eux sont dans une précarité psychologique, mais aussi financière en raison de votre incapacité à fixer un cap, une orientation à notre village. Nous allons espérer, par contre, pour eux, pour leur famille et pour nous, qu'il n'y arrive pas d'accident d'ici la fin de ce mandat. C'est à peu près les quelques remarques que j'avais à faire au nom du groupe de René Ensemble. Alors, qu'est-ce que vous préférez que je réponde aux points qui ont été dits et je vous donne la parole après, monsieur Ibanez? Ok. Je ne vais pas polémiquer, mais je pense que personne n'est dupe. Le détail des chiffres, je l'ai précisé dans ma présentation, on pourra en discuter lors du budget. Vous avez dit des choses qui sont fausses. Je vous ai annoncé qu'il y avait 4 travaux de proximité qui ne seront pas au taquet des 75 000 €, qui seront même inférieurs, donc vous aurez le détail, ne vous inquiétez pas. L'éclairage public, vous dites que c'est une nouveauté, un revirement. Je vous répète ce que je vous ai dit à travers 2 derniers conseils, que jusqu'à présent, on m'avait dit que ce n'était pas possible. D'accord? D'accord? Eh bien, dès le moment où on m'a apporté la preuve que c'était possible, je l'ai acté. Voilà. Non, stop, je rétablis des vérités. Je rétablis des vérités. Ensuite, la dérive sécuritaire. Vous osez affirmer que les caméras ne marchent pas. Eh bien, je vous propose d'appeler la gendarmerie de la Haute-Vintéron et vous verrez si elles ne marchent pas, les caméras. Alors, ensemble, monsieur le maire. Non, tu me laisses parler, s'il te plaît. Tu me laisses parler.
J'annonce des choses qui sont fausses, qui risquent d'être reproduites dans la presse, et c'est faux. D'accord? Pas plus tard qu'il y a 15 jours, hein, la gendarmerie a pu arrêter quelqu'un grâce aux caméras qui sont sur Rhône. Voilà. Ok? Voilà. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'on fait ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire qu'on va renforcer l'histoire des caméras. Après, je ne peux pas entendre qu'on n'ait pas embauché avant du personnel de la police municipale. Il y a 2 accidents de travail. Je ne peux pas embaucher. Vous avez vu la précarité des dépenses de fonctionnement. On ne peut pas se permettre d'embaucher, allez, je vais faire un calcul à la louche, 26, 30, 33 000, 66 000 euros, plus les charges. Je ne peux pas aujourd'hui. Je ne vais pas embaucher, je serais fou d'embaucher 2 nouvelles personnes, en sachant que les personnes qui sont en arrêt de travail peuvent reprendre demain. Parce que les 2 blessures, il va y avoir des rendez-vous avec le médecin des agents, et peut-être qu'ils vont rentrer, ces 2 agents. Il y en a au moins un qui devrait rentrer, elle devait rentrer début mai, ça a été prolongé, d'accord? Mais ça, je ne peux pas prendre le risque pour la commune d'embaucher 2 personnes. Par contre, je suis fier d'avoir embauché un jeune qui le mérite, hein, parce qu'à 40 ans, se remettre en cause et vouloir partir sur un profil de policier municipal, avec tout ce qu'on entend à la télé, ben moi je dis chapeau au mec. Bien sûr, il va gagner un peu plus. Bien sûr, il va améliorer ses revenus de la famille. Mais il prend le risque de partir 6 mois à Nîmes, faire sa formation. Il va prendre le risque d'être critiqué par beaucoup de Français à l'heure actuelle dans le comportement de la police et de la gendarmerie. Moi, je me refuse à ça. Moi, je suis clean. Je suis clean, quoi que vous disiez sur ça. D'accord? Ensuite, la précarité psychologique, je ne peux pas dire que tous les agents de la commune soient bien dans leur peau. Et quand on n'est pas bien dans leur peau, il y a le côté personnel, il y a le côté professionnel. Vous l'avez vécu à travers les différents postes professionnels que vous avez. Donc, n'annoncez pas des choses comme ça. On a recruté quelqu'un il y a 1 mois et demi en pensant que la personne n'allait pas rentrer. À 17h, Émilie, elle me dit, finalement, elle rentre, mi-mai. Eh bien, c'était un problème de maladie réelle. Elle va mieux. Tant mieux pour elle, même si on a embauché quelqu'un. La personne, on lui dira, elle rentre, vous partez. Voilà. On a attendu 2 ou 3 mois avant de lancer des embauches. Parce qu'on ne va pas embaucher s'il y a une possibilité que les personnes rentrent plus rapidement. Et j'espère qu'une chose, c'est que les personnes qui sont en difficulté, entre guillemets, maladie, que ce ne soient pas des maladies très difficiles, et qu'ils puissent rentrer. Mais la plupart des gens, je les connais tous, je les ai tous reçus. On ne peut pas dire qu'ils n'ont que des problèmes professionnels ou que des problèmes personnels. D'accord? Voilà. Donc, n'attaquez pas les gens comme ça. N'attaquez pas. D'accord? Parce que ce qui est écrit dans le journal, ce que vous avez fait, parce qu'on n'avait pas fait le conseil, vous saviez particulièrement ce qui se passait. Moi, je ne pouvais pas annoncer ce que le sous-préfet a mentionné. Mais par le fait que vous avez actionné la Provence, on a donné la raison d'absence d'une personne. Eh bien, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous avez vu que j'ai pris le soin de ne pas donner de nom et je n'en donnerai pas sur les nominations derrière. Je n'ai pas donné de nom sur les accidents de travail. Donc soyez, regardez-vous avec l'article en totalité. Je pense qu'à la fin de cet article-là, il est noté, et de façon la plus claire possible, que vous auriez dû sans doute, parce que avec la considération que vous avez pour l'ensemble des équipes municipales et des élus, nous informer de ce retard. Un mail dont personne n'en aurait parlé, sauf nous peut-être. Monsieur Jean-Maurice. Mais ça, vous n'êtes pas, encore une fois, c'est pas votre sensibilité sans doute. La démocratie, c'est quelle crédibilité je peux avoir avec un adjoint qui me trahit pendant le mandat? Aucune. Terminé. On est 6 cette partie, on est 6 cette partie, pourquoi? Parce qu'on est tous d'accord sur ça. Monsieur Ibanez. Merci Monsieur le maire. Plusieurs observations, mais je rebondis néanmoins sur ce que vient de dire Monsieur Hérodeau. Là, j'ai pu bénéficier d'une petite indiscrétion. Il me semble que la problématique, et j'ai participé également à contacter donc, la préfecture, les services préfectoraux,
Ça, vous êtes informé quand même de la situation de votre direction depuis le mois de décembre. Pas du tout. Vous êtes complètement hors course. Les informations qu'on vous a données sont complètement erronées. D'accord? La personne absente, c'est depuis le 15 mars qu'elle est absente. Là, l'ensemble des membres de l'équipe majoritaire peut dire l'ensemble des membres de l'équipe majoritaire peut dire qu'elle n'a rien reçu de la part de la direction générale des services. On n'est pas là pour étudier le cas d'une personne, je m'en refuse, d'accord? Je m'en refuse. C'est pas une question d'une personne. Eh bien oui, vous faites état d'une personne, je m'en refuse. Pensez à elle avec les difficultés qu'elle a. On ne parle pas d'elle, on est en train de dire que le retard que vous avez pris pour le vote du budget est lié à une question dont vous aviez connaissance depuis le mois de décembre. Je vous réponds tout de suite. Vous savez à quelle date le percepteur nous a validé le compte de gestion 2018 à partir duquel on peut commencer à travailler le compte administratif? Certainement début mars. 28 février. D'accord? 28 février. Donc on ne pouvait pas commencer avant. D'accord? Premier point. La dotation, les moins 90 000, on les a reçus il y a 10 jours. D'accord? Que ça. Alors, je ne sais pas comment font les communes qui passent leur budget avant fin décembre, ils font des décisions modificatives, certainement. C'est un choix. Mais moi, je préfère vous annoncer, et il a pris le temps d'y travailler, des chiffres qui vont être vérifiables, vérifiés et conformes à ce qu'on annonce depuis 2014. Donc, et si la population de Rhône me fait confiance, vous pourrez ressortir mes prévisions jusqu'en 2022. On en a discuté ensemble. Et là-dessus, je ne me fais pas de soucis. Ne cherchez pas les petits détails. Avancez pour votre village. On continue. Donc il n'y aura pas de modificatif alors sur le budget. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Donc vous avez vérifié tous les chiffres. J'ai pas dit ça. J'ai pas Les dit chiffres ça. sont vérifiables, vérifiés, et qu'il n'y aura pas de modificatif. Non, on va vous présenter un budget au moment où on parle qui va être le plus cohérent possible avec les dépenses, les recettes de fonctionnement et les dépenses et recettes d'investissement. Après, vous savez que dans une année, il y a toujours des événements. Ça fait 3 ans que j'en vis des événements, d'accord? Mais ce qu'on va vous proposer au prochain budget, c'est quelque chose qu'on a vérifié 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et qu'on continue à vérifier, parce que je ne veux pas annoncer n'importe quoi. Je ne veux pas annoncer des conneries pour parler de mal, d'accord? Voilà. Je veux être nickel. Et le sous-préfet l'a dit dans l'article de la province qu'il n'y a aucun problème. On a été contrôlé par la Chambre des comptes. Si vous voulez, je vous lis le mail que j'ai fait à M. Bouteron quand j'ai annoncé qu'on avait du retard. Je lui ai dit, monsieur le sous-préfet, je vous propose d'avertir la Chambre des comptes pour qu'il puisse venir recontrôler. Je vous propose d'aviser le préfet de la situation. Voilà, j'ai fait le job. Et j'assure la pleine et entière responsabilité du fait que la commune n'a pas voté avant le 15 avril. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Moi, je ne vais pas chercher l'absence de Dupont, de Durand ou d'Aubrain. Je prends la responsabilité d'écrire ça. Je prends la responsabilité parce que je sais qu'il n'y a aucun problème de dire la Chambre des comptes peut revenir à Rognes sans aucun problème. Ils peuvent revenir. Ils peuvent. Si demain ils sont dans mon bureau, je serai le plus heureux. Parce qu'au moins, vous verrez que ce qu'on a préparé, c'est la vérité. D'accord? Voilà. Plus de la moitié des communes, des 119 communes des Bouches-du-Rhône, ont fait le DOP au mois de février. C'est assez exceptionnel de se dire que depuis 5 ans, on fait partie des 4, 5... Si un jour tu es aux manettes, tu verras bien comment ça se passe. On verra le DOP, c'est sûr qu'il y aura un débat, ça c'est clair. Et là, il y a un débat. Non, il y aura un débat là. Il y a un débat. Monsieur Vanès, vous voulez poursuivre? S'il vous plaît. Pour ce qui concerne donc, la situation de la commune, le premier point, vous évoquez sur le budget annexe donc, du lotissement, des dépenses qui sont liées donc, au branchement Enedis pour un montant de 18 473 €. Alors, sauf erreur de ma part, ce lotissement était terminé, achevé, donc il y a eu un achèvement donc, et une conformité qui a été déclarée, mais les 18 473 € résultent de quoi? Et c'est une facture d'Enedis, alors j'ai pas la date si c'est une facture d'Enedis, j'ai pas la date en tête si c'était en janvier 2018 qu'on a payé, c'était peut-être un solde du reliquat de 2017, je vous donnerai la réponse la prochaine fois. D'accord. En ce qui concerne ensuite là, donc, le budget général, pour ce qui est donc, de la section de fonctionnement,
vous évoquez donc un excédent de quasiment 327 000. On était à des sommes qui étaient bien moins importantes l'année dernière. Et j'aimerais connaître quelles sont les raisons de cette augmentation soudaine cette année. Elles sont réelles et vous aurez l'explication dans le cadre du budget. On est en débat là, on n'est pas dans les chiffres, je vous le répète. Mais elles sont réelles. Il y a quasiment 280 000 €. Donc, bon, après, effectivement, si on doit débattre, enfin, que chacun ses opinions. On débattra pour le budget sur ces des chiffres. Là, on débat sur les orientations. Les orientations. Ça, c'est des chiffres qui ont été validés par le percepteur. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'ils sont faux. Ils sont véritables. Voilà. Donc, vous ne savez pas d'où viennent ces sommes. Moi, je le sais, mais je vous en parlerai au budget, au moment qu'on doit en parler. Ça fait partie de la transparence avec laquelle... C'est la transparence totale, vous l'aurez, ne vous inquiétez pas. Et vous avez déjà la réponse. Peut-être. Oui. Ne soyez pas dupes. En ce qui concerne ensuite donc, la part de l'investissement sur le budget primitif, vous évoquez effectivement donc, deux éléments, alors les deux seuls dont nous disposons, 300 000 € donc, pour l'éclairage public et 80 000 € pour le réseau des caméras. Moi, vous évoquez assez régulièrement le fait que finalement l'éclairage avait fait l'objet d'extinction à partir d'une certaine heure parce que vous n'aviez pas la bonne information et notamment la bonne information en technique. Moi, j'aimerais savoir quel est l'organisme ou la société qui vous a permis donc, de changer votre fusil d'épaule et qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui d'annoncer 300 000 €? Est-ce que vous avez déjà des études? Non, mais vous n'avez pas compris les 300 000, ça fait 3 fois que je l'explique. Nous avons décidé... Suffisamment clair peut-être. Ah ben c'est très clair. L'enveloppe globale pour tout mettre en LED, je ne l'ai pas en tête, hein, parce qu'on ne l'a pas fait faire, parce qu'on ne va pas tout basculer en LED. On a dit qu'on prenait la décision de mettre 300 000 € en LED. C'est clair, net et précis. Ça n'apporte aucun problème. Donc, qui en a parlé? C'est à travers les rendez-vous que j'ai, avec des personnes qui me disent « mais pourquoi vous n'éteignez pas un pylône sur 3 », des trucs comme ça. Et on me disait que ce n'était pas possible aujourd'hui. Donc, qui je ne vais pas vous dire « ok, vous le savez ». D'accord? Vous le savez, il y avait des adjoints qui le savent. D'accord? Donc, c'est pas ça. Tout ce qui est derrière, on ne peut plus rien faire. Moi, j'ai Ampélis, qui a le marché. J'ai une autre société qui a fait Château-Renard, qui a fait 3 ou 4 villes, qui est venue me voir et m'a dit « mais vous pouvez, quel que soit le réseau que vous pouvez, vous pouvez ». Donc on s'est mis autour de la table avec Gérard Philly, avec Ampélis, et on a dit on peut, oui, vous pouvez. Et bien on fait 300 000 cette année. Voilà. On a basculé une partie de ce qu'on avait prévu dans le contrat du conseil départemental, on l'a détaché sur l'éclairage. Ça va être effectif, on n'a pas besoin de faire d'appel d'offres, puisque c'est Ampélis qui va réaliser la chose. Voilà. Il faut qu'on se pose, qu'on décide quelle est la rue, combien de lampadaires. Dès que j'ai des chiffres plus précis, je vous les donnerai. On engage 300 000. Et après l'année prochaine, on engagera encore 300 000, si nos finances le permettent. Et l'année d'après 300 000, et on dira jusqu'où on doit aller pour mettre en conformité tout le réseau électrique. Parce que ce qui est important, c'est qu'on va gagner en fonctionnement, en coût. Voilà, c'est tout. Le LED consomme moins. C'est un petit peu ce que j'avais évoqué lors de la précédente campagne. Vous m'aviez dit, je crois, que c'était une hérésie que de lancer ce type de projet-là. Sur la globalité, oui, on ne peut pas, et je ne peux pas. Donc je fais notre âge, je ne peux pas rien faire. Elle est acceptée par le conseil départemental. Bon, une chose après l'autre, soyez prudents. C'est bien que vous ayez pu, en tout cas, acter ce genre de points qui sont importants. Là, moi, je reviens également sur les 3 points, ou en tout cas les 3 types de travaux que vous évoquez, 4 travaux de proximité que vous énumérez. Alors, a priori, je poserai à peine peut-être la question de savoir combien ça va coûter, mais pour l'instant, on débat sur des orientations où on en est sur 380 000 € d'investissement. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière sur les 4 autres types de travaux? Yves vous le présentera le prochain conseil. Il n'y a aucun problème. Donc sur les orientations, est-ce qu'on a encore un petit peu de gras pour imaginer d'autres types de travaux? Ou est-ce qu'avec les 4 types de travaux que vous envisagez, on sera endetté pour 10 ans? Comment voulez-vous qu'on débatte si on n'a aucune information? Qu'est-ce que ça recouvre ces travaux? Ça recouvre des demandes qui ont été faites par les services techniques, par les différents adjoints.
on a un ensemble de travaux qui va vous être donné. Après, on a quand même tous les travaux qui sont en reste à réaliser, qui sont prévus dans le budget aussi. L'aménagement du centre, oui, mais l'aménagement du centre-ville à 2,5 millions, l'appel d'offres est pratiquement terminé. Il aurait pu être terminé, mais il n'est pas terminé. À partir de là, on a ce 2,5 millions. Quand on me dit qu'on lance rien, qu'on ne fait pas d'investissement, on a fait 2,5 millions en école maternelle, chaque fois vous me donnez la possibilité de répéter. 2,5 millions école maternelle, 2,5 millions station d'épuration qui va être terminée comme prévu fin juin. La seule chose... Métropole. Métropole, qui a lancé le dossier? Jean-François Corneau, avec le conseil départemental. C'est le maire, je parle pas nominativement, le maire et son équipe a négocié 10 millions d'euros, ça vous ennuie parce que ça ne s'est jamais fait sur Rhodes. Mais les gens, ils en ont marre que vous reveniez sur ces choses-là. C'est effectif qu'il y ait une maternelle qui donne satisfaction, c'est effectif qu'il y ait une nouvelle station qui va fonctionner selon les normes du moment, c'est effectif qu'il y aura un aménagement du centre urbain. Voilà, et la chance qu'on a eue, c'est que la métropole paye toute la station. Mais on a bien joué, parce qu'à 2 mois après, c'est nous qui la payons complètement. Si on l'avait fait avant le 1er janvier où il y a eu le transfert de compétences, c'est nous qu'on l'aurait payé. Donc ne reprochez pas que dans ce cadre-là, s'il y a eu un chouïa de retard, ça bénéficie à hauteur de 2,5 millions pour la commune. Sinon les administrés ne vont pas vous comprendre dans vos propositions que vous avez fait derrière. On continue. Bon, ça, ce sont de toute manière des attributions. Mais... Donc là, on n'a aucun détail sur la nature du travail. Je vous donnerai la prochaine fois. Non, c'est un enveloppe. Qu'est-ce que la commune... C'est un débat. Qu'est-ce que la commune... Un débat sur des orientations budgétaires. On est sur, oui, on est sur des orientations budgétaires pour déterminer les enveloppes qu'on peut mettre en fonctionnement et en investissement. Si vous voulez, je vous refais le... Donc qu'est-ce qu'on a comme enveloppe alors? Eh bien, ce qu'on a déterminé. Donc les 300 000... Alors je répète, ça me fait plaisir de répéter, parce que c'est des trucs réels. On a besoin. 300 000 d'éclairage, 80 000 de sécurité caméra, 4 travaux de proximité qui sont autour de 60 000 euros, ça fait 4 fois 6, 240 000 euros, dans différents projets qui vont améliorer le quotidien dans tous les domaines que je vous ai dit et qu'on propose chaque année au conseil départemental. D'accord? À partir de là, après on a un investissement, on l'a pas, je ne sais pas encore si on va le prévoir ou non dans le budget. On doit acheter une balayeuse électrique. Voilà. Mais ça, on n'en parle pas aujourd'hui, on ne l'a pas recentré. Parce qu'on n'a pas pris la décision si on peut faire cette année ou non. Voilà. Une balayeuse électrique, ça vaut 160 000 euros. Moi, je peux vous lancer tous les chiffres que vous voulez. Le principal, c'est de réaliser les chiffres qu'on a demandés. Et voilà, c'est ce qu'on a fait en 2018, c'est incontestable. Incontestable. C'est sur un débat, donc... Oui, mais j'accepte. Merci. Là, il y a deux questions complémentaires. La première porte sur les emprunts garantis. Là, je me suis interrogé sur les emprunts, les 4 emprunts que vous évoquez pour Famille Provence. Alors, attendez, je vais remettre pour tout le monde la feuille. Famille Provence, c'est les emprunts qui pour l'instant ont été actés le 3 décembre 2015 par le conseil municipal. Entre-temps, vous êtes censé savoir qu'il y a eu un recours contre le projet de la carte coopérative, oui. qu'en première instance, la commune a perdu. Oui. Vous vous êtes déplacé en commune pour voir s'il y avait un nouveau projet déposé il y a 15 jours. Donc vous savez très bien qu'il y a un nouveau projet, et quand le nouveau projet se fera, et on espère qu'il n'y aura pas de recours, eh bien, les emprunts faits à Famille Provence seront actés officiellement. Voilà. Donc en fait, vous rétablissez des emprunts qui ont déjà été votés en 2015. Non, mais là, Je pose la question. On est obligé, vous m'écoutez pas, on est obligé chaque année d'inscrire l'ensemble des emprunts et des encours restant dus sur ces emprunts que la mairie a cautionné. On aurait pu avoir un emprunt que la mairie a payé il y a 35 ans, il serait dans le détail s'il y en avait encore un. On est obligé de les lister. Moi je respecte la loi, je liste. Voilà. D'accord. Donc là, sur la carte, donc, vous l'évoquiez, là il n'y a aucun engagement qui a été pris pour l'heure. Parce que de ce qui transparaît dans les informations, en tout cas qui sont dans les orientations budgétaires, donc il n'y a aucune ligne sur des engagements pris auprès donc, du On en a parlé l'année dernière.
C'est pas l'année dernière, je vous pose la question aujourd'hui. Mais je ne suis pas revenu sur la décision qu'on a prise l'année dernière. On a sorti les 1,2 million d'achat potentiel des 45 places de parking pour les administrés, de la place pour les associations et le village, et la salle polyvalente où on va faire un coworking de 100 m² sur 250 m². Projet acheté par les Rogniers, 100% des commerces et 25% des logements sociaux. Merci de me donner l'occasion de le redire. Donc ce projet va être représenté, vous le savez très bien, non pas sous POS, mais sous PLU. Et on a tenu compte des modifications du PLU qui permettent le nouveau projet. S'il y a des personnes qui contestent, c'est leur droit. Mais au fond de moi-même, c'est juste pour retarder les projets. C'est juste pour retarder les projets. Donc, qu'ils le fassent. Mais cette fois-là, ils perdront. Par contre, ils vont pénaliser les administrés pendant 3 ans. Ils feront comme ils voudront. Une personne que j'avais reçue, m'a dit, je sais que ce projet se fera un jour. Voilà, c'est tout. Après, les gens, ils sont libres, on est en République. Vous avez vu le débat sur les manifestations, pas les manifestations, nanana. Moi, je fais ce qu'on me demande de faire. À 15 jours près, il y aurait encore les 1,2 million cette année. Hein, si j'avais re-signé la truc. Hein. Je ne l'ai pas fait parce que la décision est d'intervenir après les élections. Et je suis honnête, je n'ai pas voulu le signer avant, je vous l'ai déjà dit ça. Parce que peut-être je n'étais pas élu, je ne voulais pas engager celui qui arrivait après. Je ne peux pas être plus honnête, clair, net et précis. Je vous renvoie au conseil. Et s'il faut le mettre en boucle, je le mettrai en boucle sur le site de la mairie. Moi, je respecte ce que je dis. Par contre, s'il n'y a pas de recours, je vous proposerai un engagement d'achat de 45 places de parking, de la place qui servira à tout le monde, de la salle municipale avec l'espace pour parking. Voilà. Et ça, si tout se passe bien, c'est fin d'année. Sauf s'il y a recours. Voilà, c'est les informations qu'on aurait pu avoir et que les Rogniers attendent. Je crois que c'était... Mais il y a un permis en instruction, je ne peux pas le nommer. On ne sait pas qu'il est en instruction. Enfin, moi, sincèrement. Non, on aurait pu imaginer. Non, c'est pas nous. On ne peut pas donner d'informations. C'est le projet phare de Rognes pour les 50 années à venir, ou même plus que ça. Et heureusement que ce soir, vous arrivez à nous donner une brindille d'informations. Je n'ai pas dit autre chose que ce que j'ai dit il y a un an. C'est tout. Je n'ai pas dit autre chose ce soir. Puis on voit un dossier, on en a fait appel, hein, parce que c'est contestable, les décisions. Et parallèlement, il y a un nouveau dossier qui est déposé sous PLU, avec les précautions d'usage. C'est tout. L'année dernière, je ne pouvais pas vous dire qu'il était déposé. Là, je vous en parle alors que je ne devrais pas vous en parler. Parce que le dossier est en instruction. Et quand un dossier est en instruction, on ne communique rien. On nous a même sollicité pour avoir des renseignements sur le dossier en instruction. Je ne dirais pas qui. Heureusement, la personne a eu la bonne réponse en disant « vous savez ». Il y a 2 projets. Hein? Moi, je ne comprends pas ces messes-basses. Mais c'est pas le messes-basses, c'est la réglementation. S'il y a quelqu'un qui vous a demandé, dites son nom. S'il y a quelqu'un qui... Moi, je... Et il s'est reconnu. Ah, mais je ne sais pas, mais c'est pas nous, ça c'est certain. Mais moi, j'affiche pas les noms. Voilà, mais soyons simples surtout. Ouais. Comme vous dans la province. Voilà, exactement. Toujours en cas d'engagement, donc prix à l'entrée. Mais bien sûr que non. Sinon, je vous l'aurais dit. Déposé tout à l'heure. Bien sûr que non. Je ne peux pas prendre un engagement. Je ne peux pas. Je ne peux pas le prendre seul, l'engagement. Pour que ça passe en conseil municipal. Réfléchissez quand même avant de poser des questions. Tant que ça ne passe pas en conseil municipal, je ne prends pas d'engagement. Je n'ai pas la même de faire un achat, une promesse à 1,2 million. Règlement intérieur. On continue? Vous avez d'autres observations? Je vous remercie. Pas d'autres intervenants? Donc, je vous propose, donc, là il y a un vote, hein. Il y a un vote, il y a un vote, depuis 2 ans il y a un vote. Jusqu'à présent, on prenait acte, mais il y a un vote, Marie-Hélène me l'a confirmé. D'accord? Donc, je vous propose d'approuver ou de non approuver, de vous abstenir sur les éléments qu'on vous a donnés. Qui est contre? Alors, contre les 3 remis ensemble et les 2 ambitions remis. À l'abstention, je vous remercie. Alors, nous passons. Oui, je vais relire la délibération, tiens, je vais relire exactement.
Voilà, il vous est demandé de prendre acte de la tenue du rapport d'orientation budgétaire 2019 et d'adopter les orientations budgétaires pour l'exercice 2019. Le vote s'est traduit par 5 oppositions et le reste, il y a des absents, hein, mais on les a notés dès le départ. Alors, on continue. Donc, après, c'est du classique, hein, chaque fois qu'on fait des modifications sur le tableau des emplois et que la mairie n'a pas de poste affecté, de ligne affectée. Donc, on vous propose, on a parlé déjà du policier municipal hein, qu'on a embauché. Donc, il y a des modifications qui interviennent. Donc, on vous propose de les approuver. Donc, il y en a un dans le domaine du sport, il y en a un au niveau des ADSEM, il y a le policier municipal, il y a un nouveau contrat là, pour remplacer une personne en maladie, et on a une personne de la voirie qui a eu une promotion. Voilà. À la demande du maire, il y a eu des promotions. Donc, vous voyez que je m'occupe aussi des agents. Donc, je vous propose d'accepter le nouveau tableau d'emploi préparé par Émilie et Marie-Hélène. Une question, vous avez le droit. Oui, pardonnez-moi, mais j'arrive pas forcément à bien saisir la correspondance entre les deux tableaux. Donc avant-après, donc ce qu'on est susceptible de devoir voter. Normalement, il y a 2 lignes qui doivent changer. Alors, vous avez la première ligne, cadre de santé première classe. Oui. Une nouvelle affectation dans cette ligne. La première ligne. Première ligne. Ensuite, vous avez un éducateur des APS principales, filière sportive, première ligne. Oui. Ensuite, dans les filières techniques, il y a 2 agents de maîtrise. Une ADSEM et un service technique. Et vous avez, sous la forme filière animation, un adjoint d'animation pour 63 heures, c'est dans le cadre d'un remplacement au niveau de la maternelle, des ménages, etc. D'accord. Et sur les effectifs prévus et ceux pourvus, au titre de la filière technique, pourquoi apparaissent d'un côté 3-3 et de l'autre 5-5? Parce qu'il y en a 2 de plus qui sont dans ce cadre-là, on les a nommés cette année. D'accord, donc c'est des Donc c'est 2 agents maîtrise donnés en rôle cette année. D'accord. Voilà. Donc, je vous propose de vous prononcer. Qui est d'accord? Abstention? Qui s'abstient? Pour les tableaux? Oui. Oui. Non, non plus. 2 abstentions pour le personnel, donc. C'est pour votre information, ces nominations font suite à un avis du maire qui est validé par le CDG quand même. Hein. C'est pas le maire qui signe au dernier moment ou qui fait ce qu'il veut. Hein. Donc vous êtes abstenu sur une décision du CDG. Ok. Et alors? Et c'est tout. Je prends, c'est tout. Le CDG, formidable. Attention, hein, CDG. C'est bon, c'est bon. C'est fait. Non, Bien. hein? Contre Non, comme ils ont dit. Abstention. Vous avez changé d'avis. On va sortir la caméra. On n'a pas besoin de caméra. Mais vous avez vu, elle est là, la caméra. On n'a pas peur. Hein. Il n'y a pas de besoin, il y a qu'un check-in, il n'y a pas de besoin. Bon, allez, on arrive à la fin. On arrive à la fin, donc vous avez les décisions. Donc je vais vous les lire. La 106 relative au contrat d'abonnement à la plateforme de dématérialisation des marchés publics, e-marchéspublics.com proposée par Dematis. La 107 relative à l'assurance dommages biens, responsabilité civile, etc. La 2019 relative à la mise à disposition de la salle des associations aux insoumis de la Prévalence. La décision numéro 2 relative à la salle du foyer à l'association Tréficulture 13. La 3 relative à la disposition au Grand Berger. La 4 à l'association Trévarès Rando. La 5 relative à la demande de subvention au département dans le cadre du fonctionnement du multi-accueil de Bécalais. La 6 relative au contrat de maintenance du logiciel IPVE et de 2 smartphones proposés par la société IPOC dans le cadre du dispositif du procès verbal électronique. Je fais juste une parenthèse. J'aimerais que l'ensemble des administrés, que ce soit vous
ou des personnes que vous connaissez respectent les temps de stationnement sur les places vertes et bleues. J'ai demandé à la police municipale de verbaliser. Mais malgré ça, il y a toujours des gens qui font de l'incivilité et qui pénalisent nos commerçants. La 7, relative au contrat de suivi du logiciel GAMS selon suivi financier technique par Berger Levaux. La 8, disposition salle par les Garrigues à Kéchi. Pareil, le dojo pour la 9 à Kéchi. La 10, pour la trufficulture. La 11, relative au contrat de maintenance proposé par la société Otis concernant l'ascenseur du groupe scolaire. La 12, relative à la mise à disposition d'une nacelle par la commune de Lapare-les-Oliviers. Là aussi, je remercie donc le maire de Lapare qui nous a prêté gracieusement une nacelle. On n'a eu qu'à aller la chercher et la ramener. Donc, ça nous a évité, donc c'est là aussi une réduction des charges courantes grâce à Olivier, je rappelle par son prénom. Ensuite, la 13, relative à l'attribution du lot numéro 1, rénovation des menuiseries à la société Faucheron dans le cadre des travaux de rénovation des menuiseries et de façade du bâtiment de police municipale. À ce sujet, on a que les menuiseries où on a eu une personne qui s'est manifestée. Sur la partie maçonnerie, on n'a eu personne, donc on va choisir, comme la loi nous le propose, un artisan pour les travaux à l'ancienne mairie. Ensuite, pas d'intervention sur les décisions. Décision 14, relative à l'attribution de marché de travaux de rénovation des 5 cours de tennis, donc vous pouvez aller les voir. Ils sont finis ou les 5 sont finis. Donc la société Absolue Novatis a traité dans les délais parce qu'il avait jusqu'à la fin du mois pour le faire, donc bravo. C'est une petite société par rapport à ce qu'on connaissait et c'est bien. Ensuite, la 15, pareil, la trufficulture qui n'arrête pas de travailler. Alors, je vous propose maintenant les 2 questions qui sont à l'ordre du jour. Alors, qui veut commencer? Je vais commencer. Excuse-moi, je vais commencer. Juste parce qu'on n'a pas le droit, je vais quand même le faire. Non, les décisions. Respecte le règlement. Je trouve que monsieur le maire, 30 000 € dans la façade de la PM pour acheter des PVC, on aurait pu en discuter aussi. Voilà. PVC et mur, c'est ce qui a marqué la décision. Alors, encore une fois, tu dis quelque chose que tu aurais pas dû dire. Dès le moment où une commune fait un appel d'offres, je n'ai pas dit que c'était illégal. Ah, non. Tu balances ça alors que ça n'a aucun intérêt. Je dis que ce lieu aurait pu servir à autre chose. Non, c'est notre problème. Non, mais je vais quand même dire ce que l'erreur que tu dis. Quand il y a un marché qui répond aux critères qu'on a dit, on est obligé de prendre les personnes. Voilà. Là, il y avait une entreprise, on l'a pris. Voilà. C'est pas mes propos, monsieur le maire. Je dis continue. Le marché MAPA vous autorise jusqu'à 25 000. Je trouve que c'est dommage d'investir 30 750 € dans la façade d'un lieu qui est un salut. Bon, c'est tout. Après, on aurait pu effectivement discuter de façon cordiale. Je voulais reste cordial et le règlement. Mais bien sûr que c'est. Je n'étais pas obligé de prendre une décision sur ça. Mais c'était pas à jouer avant d'être là ce soir? Oui, bien sûr, et je le regrette sans doute d'être à vos côtés. Allez, continuons. Alors, la question, celle-là, elle est complètement claire. Monsieur le maire, il y a plus de 4 mois, c'était un mercredi 19 décembre, nous avons eu le dernier conseil municipal. Avez-vous l'intention de respecter à l'avenir les règles élémentaires de la démocratie et les lois de la République, en vertu de l'article L2121-7 du CGCT, le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre, et celui du L1612-2 CGCT, concernant le vote du budget primitif avant le 15 avril de chaque année. Je vous remercie par avance de votre réponse. J'ai la chance que le sous-préfet a répondu dans l'article de la province. Il a dit qu'il y a une loi, mais qu'il peut y avoir des situations particulières locales qui permettent de déplacer les dates officielles. On ne va pas revenir. Il a dit lui aussi le sous-préfet, et c'est là que je suis en colère, c'est qu'on a cité un agent, je le redis. Voilà. Donc la deuxième question. Alors, monsieur le maire, les riverains du chemin de la Poulade vous ont interpellé par courrier 2 fois, le 10 mars et le 7 avril 2019, aujourd'hui toujours sans réponse de votre part.
Ces derniers s'inquiètent des conséquences dues à l'implantation de 55 villas du lotissement Pied-Fouquet. Il ne s'agit pas de remettre en question cette nouvelle construction, les gens devant pouvoir se loger dans notre région, même si ce type d'habitat clos et sécurisé de toutes parts ne nous semble pas être le meilleur moyen d'une intégration harmonieuse dans la communauté villageoise. Ce qui les préoccupe, c'est le flux supplémentaire qu'un tel développement va engendrer. D'après vos propres services, la circulation de plus d'une centaine de véhicules est à prévoir. Plusieurs réflexions et suggestions vous sont proposées, donc un accès direct de la sortie du lotissement, la limitation de l'accès au chemin de la Coulade, toujours sans réponse. Ces deux courriers ont été signés par une vingtaine de riverains du chemin de la Coulade. Que pensez-vous? Quand pensez-vous leur répondre ou mieux les rencontrer? Je vous remercie par avance de votre réponse. Alors, avant de répondre précisément, et je vous ai même fait un PowerPoint avec des images, vous allez voir, quand vous dites que je ne communique pas. Je voulais simplement dire à Paul Davin que la décision de créer Pied-Fouquet a été validée en conseil municipal et que moi je ne remets pas en cause ce qui est validé avant moi. D'accord? Ok? C'est pas la question, c'est pas ça. Non, mais il y a une phrase qui pose. On n'accepte pas ce genre de truc. Je ne sais plus qu'est-ce que tu as dit, je peux le reprendre. Mais je vais répondre aux autres questions. Mais déjà, je fais ce préambule. Alors, je vais vous le faire en image. La réponse. Coulade. Plus de précision. Alors, il y a une date, c'est aujourd'hui. Et les photos sont prises aujourd'hui. Alors, premièrement, j'ai déjà rencontré, en amont des dates que vous précisez, des riverains du chemin de la Coulade, au nombre de 3. Je ne les cite pas. Le 28 janvier. J'ai rencontré, par rapport à la problématique, la CEMEPA, avec Chantal Choc, mon adjointe à l'urbanisme, le 8 avril. J'ai informé un de ces riverains de cet entretien que j'ai eu avec la CEMEPA, et j'en ai informé un deuxième pendant ce week-end pascal. Donc je n'ai pas peur d'aborder le sujet avec les personnes concernées. Je les rencontrerai à nouveau après le budget. Je peux déjà vous dire qu'un aménagement sera fait pour la sécurité de la sortie du lotissement. Alors, je voulais un peu vous envoyer les images. Donc ça, c'est l'état des travaux aujourd'hui. D'accord? Ils installent le gros câble Enedis d'ici la fin de la semaine. Voilà le type de tranchée qu'ils ont fait. Les travaux réalisés. Vous avez des parcelles à gauche et à droite de ces voiries. Là, vous avez le futur bassin de rétention qu'on a rajouté dans le dernier permis d'aménager que nous avons fait suite aux inondations de Mandelieu. Parce qu'il s'avérait, à la demande de la DDTM, qu'il fallait quand même prévoir un peu plus pour capter l'eau de ruissellement. Donc vous avez à peu près au milieu du lotissement 7 emplacements. Ils vont creuser de 5 à 6 mètres pour pouvoir réceptionner l'eau du ballon que vous voyez. Parallèlement à ça, l'opérateur a demandé à l'ONF, pour sécuriser le site, de faire des travaux d'obligation légale de débroussaillement. L'opérateur les a pris en charge. Donc ça veut dire que toutes les parcelles vont être dégagées conformément à la procédure et les administrés qui achètent n'auront pas à le faire. Alors voilà donc l'entrée du lotissement et le démarrage à gauche dans l'entrée du lotissement. Vous avez le chemin de la Coulade qui se poursuit et vous voyez que la voie se réduit fortement. Mais après l'entrée du lotissement.
je voulais refotographier jusqu'à Saint-Denis. Nous avons à peu près 7 à 8 mètres. Donc, en termes de sécurité, nous allons faire vous verrez la clôture, je vous montre la photo d'abord. Il faudra qu'on sécurise l'accès sortie des cars et des voitures. À ce sujet aussi, nous avons des administrés qui rentrent dans le parking des cars. Donc il y a eu deux accidents évités cette semaine. C'est des inconscients, les gens. C'est des inconscients. Voilà. Donc ça, il y a 200 interdits à la départementale. Il y a 200 interdits là, et il y a des gens qui osent passer par là. Donc ils seront verbalisés dès qu'ils seront pris sur le fait. Donc là, vous voyez, je l'ai fait exprès de mettre le camion. Bon, le camion, il a pris un peu large là. Donc pour améliorer ça, on mettra une ligne continue qui déterminera les deux côtés de voie et on mettra une zone de rencontre pour les piétons. Vous verrez à la sortie, puisqu'on a 8 mètres, on peut tout faire. Là, pareil, il y a quelqu'un qui gare là, bon, je n'ai pas dit, vous êtes mal garé. Mais c'est pour vous situer un peu tout ce qu'on peut trouver tous les jours dans tout le village, hein, que ce soit à Versailles, à Pied-Fouquet, de partout. Hein. Donc là, nous arrivons sur le croisement principal, et voilà ce que nous allons proposer aux riverains. On avait posé la question. Donc nous allons proposer une zone à 30 à l'heure comme la rue Fondière. Ça veut dire aucun stationnement de la sortie du lotissement à la départementale. Aucun stationnement. Zone utilisée par les voitures, à double sens. Zone utilisée par une création de bande piétonne, certainement sur le côté droit. Voilà, on verra la direction de route, s'il préfère qu'on mette à droite ou à gauche, peu importe. On a la place de le faire. Ensuite, interdiction de rentrer à la gare routière au côté Coulade. Hein, nécessité d'aller tourner au rond-point. On va verbaliser. Le panneau qui existe déjà, panneau accès riverain, qui sera maintenu. Sauf qu'il y a un nouveau riverain, le chemin de la Coulade, c'est les personnes qui vont habiter le lotissement. Pour moi, c'est les riverains du chemin de la Coulade. Et nous sommes en train d'interroger, après un rendez-vous sur place, fait par Chantal et Lynn, voir comment améliorer la sortie haut du chemin de la Coulade. Parce qu'actuellement, avec quand on veut aller vers le puits, c'est dangereux parce qu'il y a toute une haie de cyprès bon, qui se tient trop sur la route, mais que même avec les cyprès, c'est un peu compliqué. Donc on leur a demandé d'étudier une possibilité pour diminuer le risque d'accident. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que le problème, les demandes du collectif, elles sont prises en compte. Bien entendu, je ne sais pas un scoop, hein, on ne va pas faire ce qu'ils nous demandent de faire à la sortie du lotissement, d'aller chercher le rond-point de la cave sur le tracé de la future déviation, si un jour elle existe. Parce que là, les prévisions budgétaires dépasseraient ce que la commune peut faire. Parce que nous sommes en zone très inondable, de ruissellement. Je ne vous dis pas combien ça pourrait coûter, c'est 800 mètres de flux. Donc ça, c'est impossible. Je serais fou de dire je vais vous faire ça. Et pour faire ça, il faut 8, 9 ans, 10 ans, 15 ans. Donc on va faire ce qu'on doit faire. On va se trouver dans un aménagement à proximité du centre-village qui a les mêmes problématiques que Versailles, qui a les mêmes problématiques que les chemins des Garrigues avec le collège. On va sécuriser comme on doit sécuriser. Il n'y a pas de souci. Après, eux, il faut qu'ils se posent la question. Si elle est sortie par le haut, ça pénalise les gens qui habitent sur le haut, qui ne sont pas à proximité de la route, et 3 entrées de villas dont la maison est à 80 ou 100 mètres. S'il n'y a pas de sortie vers le haut, si sur 55 habitants, il y en a 30 qui vont travailler à Cadarache, ben ils vont monter le chemin de la Coulade et ils vont gêner tous les riverains. Donc ça, à la limite, la CNEPA n'est pas défavorable pour laisser que l'accès pompier,
Mais c'est à eux de se poser la véritable question. Voilà. Donc je pense avoir répondu très précisément à cette question. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois pas grand-chose ce soir. Je regarde si j'ai rien oublié d'important. Donc c'est bon. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une belle soirée. 20 quand même.